Retrouvez Smart Tech avec Ericsson. Explorons la technologie 5G. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de découvertes et aussi de questions autour de l'actualité du numérique. On va commencer par celle-ci. Quel pont existe-t-il entre religion et technologie? Ce sera l'interview croisée d'Eric Salobir, prêtre geek et auteur de Dieu et la Silicon Valley, et Laurence Anne-Parent, l'une des entrepreneuses de son think tank Optique. Ensuite, Victoire Sicora nous présentera les news à travers le prisme des réseaux sociaux. Et puis le cœur de cette émission, il sera consacré au futur de nos lieux d'habitation. Ce thème qui fait écho à la journée mondiale de l'habitat sera aussi le sujet de notre rendez-vous avec la nature et le biomimétisme. Mais d'abord, bonjour Eric Salobir. Bonjour Laurence Anne-Parent. Eric Salobir, vous venez de publier Dieu et la Silicon Valley. Alors, on vous présente aussi comme l'homme qui connecte le Vatican et les grands patrons du digital. Et pour cela, vous multipliez les voyages entre Paris, Rome, San Francisco. Moi, je voulais savoir d'abord quel est le rapport des GAFAM à la religion. Alors, en fait, je pense que dans la Silicon Valley, il y a une attente spirituelle forte. Alors, ça se vit de plein de façons différentes. Hein. Ça va être la méditation de pleine conscience, ça va être le yoga, ça va être plein de choses différentes. Mais oui, on sait que Bill Gates, par exemple, pratique la méditation au moins 3 fois par semaine. Mais ils sont hyper nombreux à faire ça. Et je pense qu'en fait, plus on fait quelque chose de matériel et plus on a besoin de spirituel, plus on fait quelque chose de digital et plus on a besoin de quelque chose d'incarné, de vraiment dans le sol. Et donc, en fait, il y a une vraie attente. Et puis, je pense aussi qu'il y a une vraie attente pour... ils ont envie de comprendre un peu ce qui fait notre ethos, ce que nous, on a apporté avec 2000 ans, on va dire, de savoir-faire, d'expertise de l'humain. Et ça, dans une Silicon Valley qui est encore assez neuve, c'est quelque chose d'important. Est-ce que l'argent aussi, parce qu'on parle, les géants du numérique, hein, on parle de milliardaires, est-ce que l'argent change quelque chose au rapport avec la spiritualité ? Je crois pas. Je crois qu'en fait, ce qui change le rapport à la spiritualité, c'est le fait d'atteindre un certain niveau, une certaine étape dans sa vie où on se dit, voilà, les choses concrètes, je les ai faites, j'ai fait mes preuves. Maintenant, qu'est-ce que je vais laisser au monde? Quelle société je vais laisser? Et puis aussi... finalement, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et je pense que ça, c'est une question que eux se posent, mais c'est une question aussi qu'on est tous amenés à se poser, notamment après le confinement. Je pense que beaucoup de gens sont quand même pas mal recentrés. Alors vous êtes également, je disais, président d'un think tank Optique qui étudie la place de l'homme au cœur des technologies. Vous dites aussi qu'il y a quelques grandes figures de la Silicon Valley parmi vos membres. Oui, alors moi j'aime pas tellement le côté people parce que par définition on essaie d'être plutôt discret. On peut avoir des noms quand même. Non, bah justement, justement pas. Je suis très déçue. Ah bah je suis désolé de vous décevoir, mais parce que ce qu'il faut savoir c'est que un dialogue n'est fécond qu'à partir du moment où il peut se faire dans la sérénité. Et la sérénité, ça veut dire aussi de pouvoir se poser sans avoir à rendre des comptes sur ce qu'on dit à chaque seconde. Et pour ça, on est quand même content de pouvoir accueillir les gens avec une relative confidentialité. Je pense que pour nous c'est extrêmement important et même les membres du groupe ne vont pas ensuite répéter à l'extérieur ce qui se dit. Il n'y a rien ni de complotiste ni de quoi que ce soit, mais ça permet de se poser un peu aussi. Ça permet de se dire les choses sans avoir peur du regard de l'autre. Et ça, c'est important aussi. Donc ça, je pense qu'il faut le cultiver cette sérénité qui est propice au dialogue. On va passer la parole à Laurence Anne-Parent. Alors vous travaillez beaucoup de manière rapprochée avec Eric Salobir sur ces questions justement de la transformation numérique et de la quête d'une spiritualité. Moi je voulais savoir déjà quel était votre regard sur le dialogue entre le Vatican et les géants de la tech. Est-ce que vous avez l'impression qu'il existe? Est-ce que ce pont existe déjà? Écoutez, je crois qu'il est en train de se renforcer, c'est bien. Moi mon constat sur cette année, c'est que tout s'accélère. À la fois l'impact des nouvelles technologies, effectivement. On a fait en 3 mois des progrès qu'on espérait faire en 3 ans. L'incertitude aussi s'accélère. Tout ce qui sont nos repères habituels ont explosé. Et il y a donc vraiment ce besoin de décider de ces nouveaux repères. Et c'est là qu'il est important d'avoir un socle sur lequel s'appuyer, d'avoir des convictions. D'ailleurs, dans le livre, on part du principe qu'il y a 2 chocs pour le XXIe siècle auxquels on doit faire face, c'est changement climatique et révolution numérique. Est-ce que la révolution numérique doit nous inquiéter, selon vous, Laurence Anne ? Je crois qu'au contraire, c'est une grande chance que nous avons. Parce que ça permet d'aller plus loin, d'aller plus fort, d'aller parfois plus vite, d'aller plus juste surtout. Et c'est ça qui est important. C'est que, en contrepartie, il faut être capable de se donner la bonne vision, les bons repères, cette volonté du bien commun qui permet de vraiment bien utiliser la technologie là où elle est utile.
Éric Salobien, vous vous présentez avec un certain humour, d'ailleurs, comme un prêtre dominicain un peu trop geek. Pourquoi ce trop ? Non, j'avoue que je suis ouvertement technophile et je partage avec Laurent Sane cette vision qui veut que la révolution numérique et les nouvelles technologies soient plutôt une chance pour notre société, pour notre civilisation, qu'une difficulté. En revanche, je partage aussi cette attention au fait que comme tout s'accélère, il faut qu'on soit de plus en plus rapide et vif dans nos décisions. Et à un moment, plus on est pressé, plus il faut se poser. Et moi, le danger que je verrais dans cette période particulièrement bousculée, c'est que les entreprises, un peu mises sous pression, prennent des décisions dans la hâte pour maintenir leur survie, pour maintenir les emplois, un peu, on va dire, au mépris de la RSE, au mépris de l'environnement, au mépris d'un certain nombre de choses, même de leur raison d'être, des choses qu'elles ont décidées en des temps un peu plus cléments et qui maintenant vont se trouver balayées. Et ça, je pense que ce serait une grossière erreur et il faut vraiment prendre le temps de placer les technologies au plus juste, au cœur du développement de ces entreprises. Alors, vous prévenez le lecteur au début en disant je ne fais pas de prosélytisme, je ne suis pas là pour prêcher une bonne parole, mais plutôt pour poser des questions sur l'éthique. C'est dans cette démarche que vous allez, par exemple, au MIT, rencontrer les chercheurs ou au MILA au Québec. Est-ce que quand vous allez les voir, vous y allez pourquoi ? Moi, j'y vais pour dialoguer avec des gens qui ont envie de placer l'humain au cœur du développement des technologies. Et eux, ils vous racontent quoi ? Ils vous parlent de leurs travaux ? Des questions qui se posent autour de ça ? Ils parlent de leurs travaux, ils parlent de beaucoup de questions. Parce que quand on atteint un certain niveau dans le développement, quand on est vraiment très très en pointe dans la recherche, forcément les questions affluent. Et ils parlent de ça. Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on place l'humain au cœur des technologies ? Ni l'utilisateur, ni le client, ni même le citoyen, mais vraiment l'humain dans sa globalité. Et ça, c'est vraiment un combat, ça demande un vrai travail. Et c'est ce travail-là qu'on fait ensemble. Et ça veut dire aussi qu'il y a déjà des valeurs autour de ces technologies. Elles sont pas neutres. Alors les technologies, elles ne sont ni bonnes, ni mauvaises, ni neutres. C'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'il y a toujours une charge... Il y a une intention humaine. Exactement. Il y a une charge d'intentionnalité qui se trouve dans la technologie, souvent inconsciente. Mais en fait, quand on la bâtit, quand on élabore un algorithme, par exemple, il y a plein de choses à l'intérieur, on ne s'en rend pas compte. Et l'idée, c'est justement de décoder tout ça pour éviter les biais. Est-ce que ces chercheurs, justement, ont conscience des valeurs aujourd'hui qu'ils drainent, en fait, qu'ils poussent à travers ces algorithmes ? Ils ont à la fois conscience maintenant de la non-neutralité de la technologie, c'était une espèce de mythe, mais ça a complètement disparu. En même temps, les valeurs, ils sont comme tout le monde, ils les cherchent. Et en fait, moi, je crois beaucoup à un dialogue, à une éthique de la discussion, c'est-à-dire un dialogue qui permet ensemble de se mettre d'accord sur des valeurs. Alors, permettez-moi de vous provoquer un petit peu. On parle beaucoup des biais algorithmiques. Est-ce que si on s'inscrit dans cette démarche de réflexion à travers votre think tank optique, par exemple, on ne va pas tomber dans un biais chrétien ? Alors, surtout pas. Parce que de civilisation chrétienne. Alors non, je ne pense pas, parce que justement, notre idée, c'est de réunir autour de la table des gens qui sont suffisamment différents, et c'est ça un peu la clé du succès, c'est de réunir des gens qui sont suffisamment différents pour que ce biais il soit le plus atténué possible. Après, c'est évident que notre anthropologie, c'est celle qui a marqué la Déclaration des droits de l'homme, c'est quand même une anthropologie qui, au départ, est plutôt nord-occidentale. Il faut être réaliste. Et effectivement, je pense que certaines civilisations asiatiques pourraient se trouver un peu en défaut par rapport à ça. La question, c'est comment est-ce qu'on entre en dialogue avec ces gens-là, sans forcément tout accepter, mais en essayant d'enrichir notre compréhension de l'humain, sans renier ce qui a fait, par exemple, cette Déclaration des droits de l'homme. Et dernière question, parce qu'on n'a vraiment plus le temps. On parle beaucoup de transhumanisme aussi en Silicon Valley, de singularité, c'est-à-dire les intelligences artificielles, les algorithmes qui prendraient le pouvoir sur l'humain demain. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle forme de religion qui est en train de naître, finalement, de nouvelles religions qui sont en train d'émerger ? Alors, il y a de nouvelles formes de spiritualité, c'est évident. Après, je pense que le transhumanisme, c'est quand même un peu un brouillard qui s'est dissipé avec la crise du Covid. C'est-à-dire qu'on n'arrêtait pas de dire que l'homme qui vivrait 200 ans est déjà dans la salle. C'est plutôt l'homme qui va mourir du Covid demain qui est déjà dans la salle. Et en fait, je pense que cette crise, elle nous ramène à notre fragilité humaine. Elle nous ramène au fait que tout ça, c'est quand même bien beau, mais on a encore énormément de chemin à parcourir. Et la singularité, elle est peut-être pour un jour, mais elle est très très loin. Entre-temps, je pense qu'il y a d'autres problèmes qu'il faut régler. Et c'est ça sur lequel il faut se concentrer. Merci beaucoup Éric Salobien, président d'Optique Technologies et auteur de Dieu et la Silicon Valley. Merci aussi Laurent Sane, parent, cofondatrice et associée chez Advensi, cabinet de conseil en stratégie. On enchaîne avec la sélection d'actu de Victor Sicora.
Bonjour Victoire, quelles sont les news qui ont retenu votre attention ce week-end? Alors on va commencer avec ce tweet de Lucid Drone. Delphine, on connaissait de multiples utilisations pour les drones, mais pas encore celle de désinfecter les stades. Lucid Drone, une start-up de Caroline du Sud, a été choisie par les Falcons d'Atlanta pour désinfecter ces stades. Un contrat très médiatisé et très rentable. Le Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta vient d'annoncer l'arrivée de 3 nouveaux drones désinfectants afin d'assurer la saison de la NFL et surtout la présence du public. Ces 3 drones devront quand même nettoyer un stade avec une jauge de 71 000 places. Une aubaine pour la start-up Lucid Drone, récemment reconvertie dans la lutte contre le Covid-19. Alors, à suivre, Google Maps. Oui, Google Maps qui va vers toujours plus de réalité augmentée. Le hashtag qui buzz sur les réseaux, c'est Live View, une fonctionnalité créée il y a 1 an pour permettre aux piétons de s'orienter mieux grâce à la réalité augmentée. Quand vous êtes sur l'application, vous pouvez choisir l'option Live View qui vous permet donc de visualiser votre destination directement dans la réalité. Ce qui buzz, c'est la nouvelle version de Live View, une version améliorée qui vient avec son lot de nouveautés et notamment des points de repère dans 25 grandes villes du monde comme l'Empire State Building et Central Park pour New York, une option également disponible à Paris. Toujours côté nouveauté, un double bonus qui ravit les internautes. Une fonctionnalité vous permettra d'être guidé par la réalité augmentée dans vos changements entre transports en commun. Elle vous permettra aussi de partager votre position avec vos amis et donc de visualiser leur position exacte pour les rejoindre. Et bien sûr, avec la réalité augmentée, Google espère gagner en précision. On termine avec un tweet de SpaceX. Oui, et sur ce tweet, on peut lire « Rester debout après la tentative du lancement GPS-3 4. SpaceX fait ici référence à l'échec du lancement de son Falcon 9 qui transportait le satellite en question. Le lancement devait avoir lieu de Cap Canaveral en Floride. Le 2 octobre, il a finalement été annulé quelques secondes seulement avant son lancement prévu. Cette annulation serait due à des problèmes de capteurs au sol, provoquant le 3e report du lancement de satellites Starlink en 15 jours. Ce sont quand même 60 satellites qui attendent une nouvelle date de mise en orbite pour rejoindre les 60 déjà présents dans l'espace et ainsi proposer une large couverture Internet grâce à la constellation Starlink Made in Elon Musk. SpaceX a déjà prévenu entre 25 et 28 lancements en 2021. Mais toujours cette part d'incertitude. Merci beaucoup Victoire Sicora, merci Eric Salobir, président d'Optique Technologies, auteur de Dieu et la Silicon Valley. Merci Laurent Sanne-Parent, cofondatrice associée chez Advancy. Moi, je vous donne rendez-vous pour un sujet techno sur la Smart Home. Smart Home, maison connectée, maison du futur, les technologies se multiplient pour transformer nos foyers. Mais alors la vraie révolution de l'habitat, c'est pour quand? Alors je compte sur vous pour répondre à cette question. Florian Deleuil, vice-président produit chez Netatmo, fabricant de produits pour la maison intelligente qui fait désormais partie du groupe Legrand. Référence dans les infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Marc Westermann, directeur produits et services chez Somfy, spécialiste de l'automatisation des ouvertures et fermetures de la maison et du bâtiment. Guillaume Etor, directeur général en charge du pôle Smart Home chez Deltador, une entreprise familiale qui a été créée en Bretagne en 1970, qui propose des solutions énergétiques et des services domotiques autour du chauffage, de l'éclairage, des alarmes, des volets. Bonjour. Nous aurons également en visio, Adrien Laï, directeur de Loxone France, une société autrichienne spécialisée dans l'automatisation pour les maisons et les bureaux. Florian Deleuil, quelle est votre vision déjà de la maison connectée? On dit Netatmo, c'est le symbole de la maison connectée. Alors ça ressemble à quoi déjà? Alors déjà, Netatmo, c'est une marque qui est là pour rendre la maison plus sûre et plus confortable. Autour de cette table, on a tous des approches différentes de la maison connectée. Netatmo, c'est surtout ce qu'on appelle le do-it-yourself. C'est-à-dire que les personnes vont pouvoir installer nos produits facilement, sans aide d'un électricien ou d'un plombier. Donc notre vision, c'est que la maison connectée doit être facile à installer. Elle ressemble à quoi cette maison connectée? C'est une maison où tout se pilote par une télécommande, par la voix? Alors la télécommande universelle, c'est le smartphone. Donc c'est le smartphone qui va vous permettre de faire des réglages avancés, qui va vous permettre de faire des installations qui répondent à vos besoins. De plus en plus la voix. Alors on a regardé il n'y a pas longtemps, la voix constitue 2% des interactions avec nos objets. Donc ça grandit, mais c'est pas encore la panacée, même si les usages sont très intéressants. Donc la maison connectée, c'est surtout une maison qui apprend de vos routines. C'est-à-dire que tous les matins, d'habitude, vous ouvrez les volets, vous montez le chauffage, vous allumez les lumières, et en fait la maison connectée va permettre de faire ça automatiquement pour améliorer votre confort. C'est aussi une maison qui va vous prévenir
si un intrus est là et qu'il ne devrait pas se trouver là, donc qui sait faire la différence entre des membres de la famille et des inconnus, et vous alertez directement sur votre téléphone. Moi-même, j'ai été cambriolé il y a ça 1 an, et effectivement, j'ai reçu tout de suite le message sur mon téléphone, et avec la sirène intelligente, j'ai pu faire fuir le cambrioleur, donc c'est assez pratique. Marc Westermann, vous êtes également membre du conseil de surveillance de Blue Linea, qui est un opérateur de services et d'objets connectés dans la Silvertech. Est-ce que cette maison connectée, cette maison du futur, elle sera particulièrement pertinente pour l'accompagnement à domicile, pour le maintien à domicile des seniors? Il y a certainement encore beaucoup de chemin à faire, mais oui, elle peut l'être. C'est l'histoire de l'automatisation dans la maison, c'est un peu comme ce que vous avez de l'autre côté du poste avec le téléviseur. Ce sont des technologies qu'on met au service de personnes qui ont du mal au départ à se déplacer, pour qui bouger le portail, bouger le volet roulant, c'est trop lourd, c'est trop compliqué. Et donc on va le motoriser, l'automatiser, puis on va vouloir le piloter à distance, et puis on va vouloir le piloter avec son smartphone, avec sa voix, et donc on va rendre la maison plus confortable et beaucoup plus facile à opérer. Est-ce que ça fait partie des marchés importants que vous surveillez aujourd'hui? C'est un marché émergent, mais ce qui est très important dans le domaine de la Silvertech, c'est de ne pas stigmatiser. La maison connectée telle qu'on la voit, elle est aussi... On ne prépare pas des services dédiés aux personnes de grand âge? Il faut d'abord que ce soit quelque chose dont on ait envie pour son confort à tout âge, et qu'on soit primo-accédant ou d'un âge avancé. Il faut que le service soit rendu dans cette maison. Et à partir du moment où vous allez peut-être trop le spécialiser, on risque de rentrer dans des phénomènes de rejet. Si cette maison, elle est intelligente, elle vous accueille, elle est extrêmement simple à utiliser. Il ne faut pas faire trop de techno-push, elle va juste rendre le service qui est attendu par ces personnes. Guillaume Etter, quelles sont les attentes justement des utilisateurs actuellement? C'est quoi le time to market? Les utilisateurs, nous, aujourd'hui, sont à la recherche effectivement de moyens de contrôler leur maison. Alors avec ce qu'ils ont sous la main. Alors effectivement, souvent, tu l'as dit, c'est le smartphone. Ça peut aussi être l'interrupteur au mur, ça peut être la voix, ça peut être la télécommande. Enfin, il y a vraiment de multiples façons d'utiliser sa maison avec ce qui tombe sous la main. Et c'est cet aspect effectivement de confort qui est recherché, d'une part. Et d'autre part... concrètement, donc ce confort, c'est quoi? C'est les volets, c'est le chauffage, c'est la commande alors voilà, ça recouvre effectivement... l'électricité, ça va jusqu'où? Ah ben, il n'y a pas vraiment de limite. Oui, c'est sans limite, mais justement, ça va jusqu'où en termes d'attente aujourd'hui, concrète, réelle, des choses qui sont vraiment utilisées? Aujourd'hui, l'utilisateur s'attend à avoir effectivement une expérience unifiée. Donc de la porte d'entrée, du portail de son jardin, la porte du garage, l'alarme, la serrure connectée, enfin vraiment tous les accès, les abords, les volets roulants évidemment, et à l'intérieur du domicile, le chauffage, le confort thermique, la climatisation, les éclairages, et le tout dans une expérience unifiée. C'est un peu incompréhensible pour l'utilisateur de devoir faire un code pour la serrure, puis refaire pour l'alarme, puis refaire, alors que finalement la maison sait, entre guillemets, qu'une personne de la famille est en train d'entrer. Donc il y a vraiment toute cette intégration, je pense, qui est clé pour l'utilisateur. Oui, ce qui est très important, c'est de comprendre que sa maison, on l'a fait évoluer au fil du temps. Donc on a bien évidemment des promoteurs immobiliers qui investissent dans des nouveaux appartements. Aujourd'hui, ils les font connecter. Ils vont aller chercher une plateforme sur laquelle ils vont pouvoir connecter un certain nombre d'équipements et proposer de nouveaux services. Mais la plupart des gens ont investi un moment dans leur maison et vont construire au fur et à mesure, avec différents équipementiers, avec différents produits, la maison qui leur ressemble et dont ils sont fiers. Et ça, c'est le plus important. Donc nous, c'est ce qu'on va essayer d'offrir. Alors là, ça pose la question de l'interopérabilité entre vos appareils et vos services. Exactement. Et ce qu'on constate, par exemple, sur Taoma, qui est la box domotique que Somfy propose, donc on est ouvert soit directement, soit via des connecteurs qu'on appelle les API, à plus de 1000 produits différents d'une 50aine de marques. Et ce qu'on va voir, c'est qu'au fur et à mesure des années, ils vont connecter leurs produits. Donc quand ils l'installent, la première fois, ils ont en moyenne 9 produits chez nous. Donc il y a des motorisations de volets roulants ou de store, c'est le métier de base de Somfy. Des éléments de chauffage, des lumières. Et puis au fur et à mesure, ils vont en rajouter. Et au bout de 2 ans, ils en ont 12. Et au bout de 5 ans, ils en ont 15. Donc ils reviennent régulièrement compléter leur maison pour arriver à ce service aussi universel que possible. Mais ça ne peut pas tomber du ciel à un moment donné. Ça, en général, ça fait peur. À part quelques early adopters, ça fait plutôt peur que confiance. Alors, vous êtes des concurrents, là, autour de la table. Vous arrivez à travailler en bonne intelligence ensemble pour que tout ça fonctionne? Oui, tout à fait. Oui. On arrive effectivement à intégrer. Je pense que ce que tu disais, Marc, sur le fait de construire son système au fur et à mesure, ça renvoie à la notion de durée. La durée dans le bâtiment, enfin une installation électrique, c'est construit pour 30 à 35 ans.
Alors Guillaume Etor, justement, vous avez une spécialisation R&D Oui. sur la recherche et développement. Comment vous voyez les choses évoluer demain ? Demain, alors, vous avez mentionné l'interopérabilité, je pense, entre les écosystèmes. Ça, je pense qu'effectivement, c'est une attente forte des clients. Donc ça, c'est encore demain. C'est pas aujourd'hui. Ça fonctionne pas encore très bien donc entre les systèmes. La demande est là, ça c'est sûr. Le début de la solution est là, hein, clairement. Vous travaillez sur des standards, des normalisations européennes au moins ? On travaille sur des standards, alors plutôt mondiaux que européens. Je pense malheureusement qu'il n'y a plus la place pour des standards européens. On travaille sur des standards mondiaux. En collaboration effectivement avec nos partenaires d'une part. Hein, nous avons environ 120 marques partenaires qui font partie de notre écosystème. Et puis avec nos confrères, puisque je pense que nous avons tous réalisé que le temps des protocoles propriétaires était compté. Florian Deleuil, sur la R&D, oui, je voudrais rebondir sur l'attente, ouais. sur l'attente du consommateur, parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, il y a des consommateurs qui attendent, donc les électriciens, les domoticiens et les early adopters attendent un protocole d'intercommunication entre les objets, mais le grand public n'attend pas vraiment quelque chose de la Smart Home, dans le sens où il ne la connaît pas encore forcément, il ne comprend pas forcément les bénéfices, alors, en quoi la maison va être plus confortable et plus sûre. Et c'est là où, chez Netatmo, on travaille beaucoup. À l'heure actuelle, le début du mass market, ça va être quelqu'un qui a acheté un Amazon Alexa ou un Google Home ou qui a un téléphone Apple et qui va se dire qu'est-ce que je peux faire avec cet assistant. Et effectivement, c'est là où on va venir s'interfacer. Et finalement, ces interfaces avec les assistants vocaux sont de plus en plus puissants dans la prescription pour l'utilisateur. Typiquement, il y a beaucoup de personnes qui disent je cherche des lumières connectées, mais j'aimerais bien qu'elles marchent avec mon assistant. Donc ça vient rebattre les cartes des protocoles et des standards classiques, même si on y travaille aussi. Donc il y a vraiment deux genres. À nouveau, les GAFAM qui reviennent au centre de la discussion. Avant de continuer autour de la table, on va donner la parole quand même à Adrien Lahy, directeur de l'Oxone France. Bonjour Adrien Lahy. Bonjour. Vous avez entendu nos premiers débatteurs. Alors vous êtes un expert en automatisation. Jusqu'où on peut tout automatiser ? Alors, on peut vraiment faire énormément de choses aujourd'hui dans l'automatisation et c'est bien le problème qu'on a en fait sur ce marché, c'est qu'on a besoin d'une rééducation du public. Aujourd'hui, à mon sens, la Smart Home, ça a été donc défini par nous, les fabricants systèmes. Et on a donc défini la Smart Home sur ce qu'on avait dans notre portefeuille. Et donc, ça passe énormément par la commande numérique. Et ensuite, on a eu les agrégateurs. Donc, vous l'avez bien dit, avec les GAFA, qui ont mis un gros sur l'industrie en disant que, Jeff Bezos le disait lui-même, c'est quand même plus intelligent de commander ma maison via ma voix que via mon téléphone portable. Mais la vérité, c'est qu'on fait énormément plus et depuis très longtemps. Cette grande interopérabilité qu'on a entre les différentes fonctionnalités, chauffage, climatisation, ombrage, éclairage, alarme, on le fait depuis une dizaine d'années. Donc au final, la maison du futur, c'est déjà une maison qui est déjà là, qui est déjà depuis bien longtemps. Donc aujourd'hui, c'est un peu la responsabilité des acteurs de redéfinir le concept de Smart Home. Et pour moi, ça passe par la première responsabilité qui est chez les promoteurs. On l'a dit, c'est eux qui construisent les Smart Homes, c'est eux qui construisent les maisons de demain, les maisons intelligentes. Et donc c'est à eux d'être attentifs aux différentes offres des fabricants. Les fabricants qui sont tous autour de cette table, c'est les promoteurs qui doivent regarder les différents concepts Smart Home que nous, on peut proposer. Et ensuite... Excusez-moi, Adrien Lahy, si vous dites ça, c'est parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, vous n'êtes pas entendu. Quand il y a des projets de construction, de nouveaux bâtiments, de nouvelles habitations, vous n'êtes pas consulté pour travailler sur justement cette connectivité ? Si, on est consulté, mais ce qu'il faut entendre, c'est que le concept de Smart Home, il est différent à travers le monde. Il est différent à travers donc, les différents acteurs de chaque marché. Parce que c'est eux qui définissent la Smart Home. Une Smart Home en Asie est différente du Smart Home en Allemagne, est différente du Smart Home aux États-Unis. Et donc, on ne peut pas, à mon sens, laisser nous, les constructeurs de Smart Home, définir ce que c'est une Smart Home. Ça doit être les personnes qui vont la construire, qui vont la promouvoir, qui vont la démocratiser,
qui doivent prendre cette responsabilité-là. Parce que c'est qu'en ayant plusieurs concepts de smart home qui vont pouvoir les proposer au plus grand nombre de personnes et donc sur différentes gammes de prix. Et donc on aura vraiment là une smart home qui sera proposée au plus grand nombre de personnes. Et lorsqu'on aura ça, alors on va pouvoir discuter en disant ma smart home elle sait faire ci. Ma smart home, elle sait gérer mon chauffage en fonction de l'apport calorifique. Ma smart home, elle sait gérer la lumière en fonction de la luminosité de la pièce. Et là, tous ensemble, on va pouvoir redéfinir le concept de smart home plutôt que de laisser définir par les fabricants. C'est ça que je trouve dommage. Oui, je comprends. Et alors, quelles sont ces différentes définitions de la smart home à travers les pays ? Qu'est-ce que vous constatez comme grande différence, Marc Westermann ? Ouais, je pense qu'il y a quand même quelques intangibles. Chez Somfy, on a la chance d'être présent dans 60 pays dans le monde. Taoma, dont je vous parlais, est traduit dans 35 langues. Et on voit quand même quelques intangibles. Bien évidemment, il y a des segments de marché. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est les différences. Qu'est-ce qu'on a comme différence ? Il y a des différences culturelles. Pour vous en citer juste une qui est amusante avec nos voisins allemands, c'est qu'un Français qui quitte sa maison pour la mettre en sécurité, il va activer son alarme. Vous avez différents représentants de ce métier autour de la table, et il va fermer ses volets roulants. Et un Allemand va faire exactement l'inverse, il va ouvrir ses volets roulants pour faire croire qu'il y a quelqu'un. Et là, il va utiliser la simulation de présence. Vous allez avoir les pays nordiques, de manière contre-intuitive, qui sont très orientés sur tout ce qui est pilotage de la lumière et du store. Parce que justement, en particulier en hiver, la lumière rase et donc arrive dans les yeux. Donc c'est un plus grand problème que paradoxalement dans les pays du Sud où on a d'autres moyens de se protéger. Voilà, donc vous allez avoir ces quelques différences-là. Par contre, les grands standards, les grandes envies, la sécurité, le confort chez soi, une certaine fierté. Et demain, le green, comment ma maison devient plus responsable, ça, ce sont des grandes tendances de cette maison du futur. Adrien Laïc, quelle est la durée de vie des systèmes smart home ? Alors ça, c'est un gros sujet. Donc là, je l'entends autour de cette table. On est sur de la construction de bâtiments. Un bâtiment, ça ne devient pas obsolète au bout de 5, 10, 15, 20 ans. Ça devient obsolète au bout d'une centaine d'années. Ça voit plusieurs générations, ça voit des enfants et ça voit des personnes âgées. Donc oui, c'est la responsabilité des fabricants d'avoir une ouverture de ces technologies, des protocoles de communication pour se préparer aux futures technologies, aux futurs protocoles. Si on construit déjà avec des systèmes qui vont être, on va dire, fermés et qui ne sont pas ouverts sur les évolutions technologiques qu'on peut avoir d'ici 10 ans, 15 ans, notre marché va évoluer d'une manière impressionnante. Alors on va avoir des problèmes économiques, même sociétales. Ça va coûter énormément à la société. Il y a aussi l'obsolescence du software qui est malheureusement qui peut être programmé chez certains, par exemple chez les GAFA. Donc on doit, en tant que fabricant, prendre nos responsabilités en intégrant dans nos nouvelles technologies, en intégrant les anciennes, en intégrant l'ancien hardware qui puisse encore communiquer et donc permettre au travers des âges l'opérabilité de nos systèmes. Et ça encore, je leur dis encore une fois, c'est aux promoteurs de faire en sorte que leur maison, celles qu'ils vont construire, puissent perdurer dans le temps pour leurs clients. Oui, si je vous pose la question, c'est parce que justement, si on en appelle aux promoteurs et qu'on leur demande de tout de suite construire en fait un système connecté dans les habitats ou les bureaux, ça engage d'être certain que ces technologies seront encore valables dans 30 ans, 50 ans, 100 ans, effectivement. Alors, je pense que là, il y a une grande responsabilité effectivement des fabricants pour aligner cette durée de vie du système électrique de la maison de 30-35 ans avec la durée de vie d'une application de smartphone qui va durer 5 ans. Et je pense que la confiance des utilisateurs vient de là. C'est-à-dire que si on trahit cette confiance-là, quelqu'un qui installe un système d'alarme, qui installe des moteurs de volets roulants, enfin, c'est des gros travaux, c'est un gros investissement qu'il n'est pas question de refaire au bout de 5 ans quand il y a une version d'iOS. Alors comment on s'assure de ça, justement ? Alors ça, c'est vraiment des développements, c'est une culture d'entreprise. Par exemple, nos alarmes des années 2001-2005 sont pilotables par smartphone aujourd'hui, alors que l'idée même de smartphone n'existait pas en 2001. Parce que dans notre box TDOM a été conçue avec ce souci de préserver la confiance de l'utilisateur et de piloter y compris des équipements anciens.
Et d'ailleurs, en termes de R&D, si je peux rebondir là-dessus, c'est Oui. Florian Deleuil. un coût non négligeable, dans le sens où ça serait beaucoup plus facile de repartir de zéro. Maintenir de l'existant, typiquement, nous, notre station météo, alors elle date pas de 2001, mais elle date de 2011. Elle a été créée à une époque où Apple HomeKit n'existait pas. Quand Apple HomeKit est arrivé, on s'est dit on va mettre à jour le software gratuitement pour que tout le monde puisse bénéficier de cette mise à jour. Et ça aurait été plus facile de ne pas le faire. Mais effectivement, créer la confiance en disant regardez, on saura le faire, on saura être malin, c'est primordial pour que justement le consommateur puisse s'engager avec nous sur 10, 20 ans. Alors, on a essayé de voir un petit peu tout ce qui concernait la maison connectée. Il y a un des facteurs clés, c'est l'économie d'énergie. Oui. Ça, c'est la préoccupation première aujourd'hui, quand on parle de domotique ou Alors, d'imotique, aujourd'hui, il y a une préoccupation évidemment du consommateur. biomètre. Et il y a également une réglementation qui se renforce. On a eu la RT 2005, la RT 2012, maintenant la RE 2020 qui entre en vigueur en 2021 et qui impose aux constructeurs de maisons et d'appartements une certaine performance énergétique. Et ce qu'on voit arriver justement avec la RE 2020 et qui est très intéressant puisque ce n'était pas présent dans la RT 2012, c'est la notion de confort. Parce que ce qu'on a vu en RT 2012, c'est donc des contraintes sur la consommation du bâtiment, donc des grandes baies vitrées orientées plein sud pour qu'il fasse bon en hiver sans avoir à trop chauffer. Mais la conséquence de ça, c'est que les occupants, une fois la maison certifiée, une fois la maison construite, ils installent un climatiseur, puisque l'été, ça devient invivable. Donc on voit arriver dans la RE 2020 la notion de confort, et notamment de confort d'été. Puisque, j'y crois énormément, la transition énergétique ne se fera pas au détriment du confort. C'est-à-dire que les occupants vont contourner tout ce qui vient dégrader leur confort. Non, mais l'exemple de Guillaume est très bon. Une fenêtre, c'est 50 watts par mètre carré quand elle est orientée plein sud. Et effectivement, pour notre confort et puis une certaine esthétique, on veut des grandes baies vitrées. Donc il faut en hiver pouvoir... C'est un super rapport calorifique, c'est sûr. Mais en même temps, si ça aboutit au fait de brancher un climatiseur derrière, on a tout perdu d'un point de vue non seulement économie d'énergie, mais aussi l'impact sur la planète qui va être de plus en plus important. Donc si on arrive à l'automatiser en fonction de la présence ou non des occupants à fermer le volet roulant ou le store, à l'ouvrir au bon moment, là on arrive dans quelque chose qui est beaucoup plus positif. Là, vous êtes sur la domotique, mais du coup on peut travailler sur l'imotique, c'est-à-dire tout ce qui est au démarrage, sur l'immobilier, comment l'immobilier peut être plus intelligent. Est-ce qu'il y a des innovations là récemment qui sont en train d'être bâties ? Alors, ce qui est intéressant, nous, on est plus dans les équipements qui vont dans ces bâtiments et moins directement à la conception du gros œuvre. On travaille parfois avec des façadiers pour les grandes tours qui ont exactement le même type de problématique et qui doivent isoler à la fois du froid et du chaud et de l'apport du soleil. Ce qui est fascinant aujourd'hui, c'est le fait que toutes ces technologies, tous ces équipements se parlent déjà effectivement ensemble. Donc, c'est plus une maison du futur, c'est bien une maison déjà bien présente. Ça nécessite un peu de tripaille et des heures de R&D passées dans nos différentes boîtes pour y arriver, mais c'est quelque chose qu'on arrive à faire effectivement aujourd'hui. C'est du futur peut-être parce que pour l'instant, pour équiper sa maison qui est déjà là, c'est un peu compliqué. C'est pas si compliqué. C'est de moins en moins compliqué. Il devient maintenant assez simple, soit pour l'utilisateur final, soit pour son installateur. Par les réseaux, on passe par les réseaux de la box, par exemple. Comment vous travaillez quand vous arrivez? Vous devez refaire des tranchées dans les appartements? Alors justement, Marc mentionnait effectivement ce tropisme français pour les technologies radio, et notamment pour des technologies radio adaptées au bâtiment, c'est-à-dire qui portent vraiment dans toute la maison, qui traversent suffisamment les cloisons. Deltador, une technologie X3D. Donc on travaille sur le sans-fil avec cette technologie? On travaille sur le sans-fil, souvent des produits soit à pile, soit avec ce qu'on appelle l'énergie harvesting, qui permet d'aller récupérer de l'énergie pour avoir par exemple des interrupteurs qui sont sans fil, sans pile. Ça c'est aussi assez important dans la transition énergétique, pour arriver à des systèmes qui sont extrêmement simples à installer, avec un interrupteur qu'on colle au mur, plutôt qu'une tranchée, pour créer par exemple un nouveau va-et-vient. Florian Deleuil, vous avez vu une évolution justement avec la crise Covid-19 des attentes en matière de smart home? Sur les attentes, on a vu non pas une évolution mais une consolidation. C'est-à-dire que comme tout le monde, on a passé beaucoup de temps chez nous. Et quand la mission d'une entreprise comme Netatmo est de rendre la maison plus confortable et plus sûre, alors on a une prise de conscience de, effectivement, si je pouvais contrôler mon chauffage, si je pouvais contrôler la lumière, alors ça serait sympa. Les gens ont eu un peu plus de temps pour justement installer
installer et bricoler un peu. Donc on a vu... Vous avez constaté un boom là dans les demandes? Alors c'est rigolo parce que c'était reculé pour mieux sauter. Au début, en mars, finalement, je pense qu'on a tous vu un recul en se disant que je pense que les gens avaient d'autres préoccupations en mars que d'aller bricoler leur intérieur. Mais une fois qu'on a tous compris qu'on allait passer un petit moment à l'intérieur, justement là, ça a repris et justement, ça a explosé. Je ne sais pas si vous avez vu. La reprise a été très forte de ce point de vue-là. Et il y a des questions de transfert de budget. On a passé plus de temps chez soi, on a vu ce qui n'allait pas. On sait qu'on va passer plus de temps avec des risques de reconfinement, donc on a envie d'améliorer sa maison. Et puis on voyage beaucoup moins, on sort beaucoup moins. Et donc ça s'est reporté. Donc on voit que toute notre industrie a repris très fort cet été. Adrien Lahy, juste parce qu'on va arriver à la fin de ce débat de l'Oxfam France. Pour le mot de la fin, vous aussi, vous constatez un niveau d'attente plus important aujourd'hui des utilisateurs et également un niveau d'exigence? Bien sûr, bien sûr. On est vraiment à l'aube des utilisateurs qui ont besoin d'avoir des fonctionnalités qui sont utiles. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, les fonctionnalités qui sont utiles, c'est aussi par l'économie d'énergie. Ce genre de fonctionnalités sont déjà apportées depuis un bon moment, par exemple en Allemagne. On parlait par exemple de l'apport calorifique d'une fenêtre et de pouvoir gérer donc, par la présence des habitants l'apport calorifique ou le désapport calorifique avec les volets d'ombrage. C'est déjà quelque chose qu'on sait faire et même il y a des bâtiments qui le font de manière automatique où on va vraiment laisser au bâtiment, lui, la responsabilité de réfléchir par lui-même lorsque on est absent ou lorsque l'on est dans une autre pièce comme sa chambre, de laisser cette pièce-là se rafraîchir et se réchauffer toute seule. Adrien Lahy, on ne va pas avoir le temps de repartir sur le bâtiment, on va rester sur la maison. On va d'ailleurs enchaîner avec un autre futur pour la maison connectée avec le biomimétisme. Moi, je vais vous libérer en attendant. Merci beaucoup. Merci. Adrien Lahy, directeur de l'Oxfam France, Florian Deleuil, vice-président produit chez Netatmo, Marc Westermann, directeur produit et services chez Somfy et Guillaume Hétor, directeur général en charge du pôle Smart Home chez Deltador. A tout de suite pour notre rendez-vous sur le biomimétisme. Nous sommes de retour pour la suite de Smartex. Sidney Rostand, PDG de Bioxégie, est venu me rejoindre pour nous parler de biomimétisme et nous donner des exemples de comment la nature peut inspirer les technologies de demain. Bonjour Sidney. Bonjour Delphine. Je le disais, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'habitat. On a parlé des Smart Homes, c'est une journée mondiale organisée par les Nations Unies. Pour vous aussi, c'est l'occasion d'interroger les modèles du vivant qui pourraient nous inspirer pour l'habitat de demain. Exactement, l'enjeu il est assez important. Vous avez parlé des smart homes pendant un certain temps. Les smart homes ont un impact environnemental, ça a été aussi démontré. Il n'y a pas que des bénéfices. Donc il faut trouver aussi des alternatives pour réduire en fait l'impact environnemental, l'impact CO2 en fait de ces maisons. Faire des constructions plus durables. Des constructions plus durables, exactement. Alors là, la nature est évidemment, une fois n'est pas coutume, spécialiste. Pourquoi ? Parce que la notion d'habitat, c'est une des spécialités de la nature depuis qu'elle doit gérer des écosystèmes et protéger des espèces. Et donc, il y a un ensemble de techniques qui vont de la thermorégulation à l'utilisation des matériaux qui sont très intéressantes et qui peuvent être transposables en fait au secteur de la construction, aux différents acteurs, de l'architecte, aux constructeurs, aux contractants général, etc. C'est d'ailleurs des sujets sur lesquels Bioxégie commence à se placer et à comprendre en fait comment est-ce qu'on peut être utile avec le biomimétisme. Alors, un exemple. Voilà, un exemple, qu'est-ce que ça donne quand on fait du biomimétisme ? Je pense que une des thématiques les plus simples à comprendre pour commencer, c'est celle de la thermorégulation. Il y a un exemple qui est très joli, ça a été créé parce qu'on en parlait tout à l'heure en disant c'est bien les baies vitrées, parce que finalement ça génère de la chaleur, mais c'est un problème parce que l'été on a trop chaud. C'est ça, et bien justement je vais parler des baies vitrées, c'est super. Il y a des universitaires égyptiens, l'université de Port Saïd, qui ont cherché à comprendre comment est-ce que les cactus torches se thermoréguler. Alors le cactus torche, ça ressemble en fait à un cactus. On a une image. Voilà, okay. On le voit à l'écran avec des stries en fait. Il y en a pas mal des cactus comme ça. L'avantage de ces stries, donc c'est des sortes de travées en fait sur la surface du cactus, c'est d'ombrager déjà une partie de la surface à n'importe quel moment de la journée. Et cette ombre permet aussi de créer ce qu'on appelle des flux convectifs. C'est-à-dire que vous allez avoir une différence de chaleur entre les surfaces qui sont exposées au soleil et celles qui sont ombragées. Ces flux convectifs, en fait, vont permettre de refroidir environ 75% au total de la surface du cactus. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les universitaires ? Ils ont repris ce système-là et ils ont créé
sur certains hôtels, ils ont créé notamment un prototype sur un hôtel. Donc vous avez en fait des surfaces boisées devant les baies vitrées qui vont reproduire ce système-là. Donc c'est-à-dire que certaines des surfaces vont être ombragées, d'autres qui vont être exposées. Il y a des flux convectifs. Ce sont des petits volets en fait. C'est ça, on peut appeler ça des persiennes. Et l'avantage en fait, quand on reproduit exactement la disposition que vous pouvez retrouver sur le cactus torche, vous allez reproduire les flux convectifs qui vont venir automatiquement refroidir la surface des baies vitrées. Et ça, évidemment, ça a un avantage en matière de consommation d'électricité dans des zones arides ou des zones où il fait très, très chaud, quoi. Autre exemple, alors, des fenêtres anti-collision. Alors oui, ça j'aime bien. On a parlé d'avantages environnementaux. L'environnement, c'est aussi une meilleure intégration des bâtiments, de la ville, ou une meilleure, on va dire, une meilleure vie entre la biodiversité et les bâtiments. Un partage de vie avec le monde vivant. Exactement. Et pas que humain. C'est ça. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer la ville à la biodiversité ? Il y a un chiffre qui est assez catastrophique, qui a été démontré aux États-Unis, ou en tout cas estimé. On estime qu'il y a environ 1 million de collisions entre des oiseaux et des bâtiments, des grands buildings, par an aux États-Unis. C'est à peu près moitié moins en Europe, mais c'est toujours important comme chiffre. Donc comment est-ce qu'on fait pour justement éviter ces collisions-là ? Toujours à cause des baies vitrées ? C'est ça, les baies vitrées, exactement. Donc comment est-ce qu'on fait ? Vous avez une araignée qui s'appelle l'Argiope frelon. Elle n'est pas très belle, qui a une technique, voilà, vous la voyez à l'écran. Elle a une technique qui est assez intéressante, c'est qu'elle va attirer les insectes avec les UV. Donc les fils de la toile vont réfléchir les UV d'une certaine manière. Sauf que pour faire en sorte aussi que les oiseaux ne cassent pas et ne détruisent pas le piège régulièrement, les oiseaux, eux, voient les UV. Nous, les êtres humains, on ne les voit pas. C'est pas dans notre domaine visible. C'est pour ça aussi qu'on se les prend parfois dans la tête. Donc ça a inspiré des chercheurs allemands de l'entreprise Ornilux pour créer des vitres anti-collision, des baies vitrées anti-collision. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont recréé en fait des filaments au motif UV qui sont capables de réfléchir les UV, on le voit à l'écran, à l'intérieur des vitres. Donc c'est totalement invisible pour l'être humain. Donc nous, on voit une vitre normale, sauf que les oiseaux, eux, vont voir un motif en forme de toile d'araignée. Et ça, ils ont démontré que ça réduisait de 75% les collisions avec les oiseaux. Alors est-ce que ça attire pas tous les moucherons du quartier ? Oui, mais le moucheron, évidemment, lui, ne va pas venir impacter de façon si violente la baie vitrée. Donc là, il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense au nettoyage, moi, surtout. Non. Un bâtiment, c'est statique. C'est pas comme une voiture. Ouais, il ne va pas venir s'accrocher. Non, exactement. Le moucheron va se poser, mais ça en reste là. Troisième exemple, un ciment inspiré des coraux. Oui, le béton, ça représente environ 50% de l'impact CO2 d'un bâtiment. Et quand on sait que les bâtiments, c'est à peu près entre 10 et 15% de l'impact CO2 mondial, ça veut dire que le béton est responsable à lui-même à l'échelle mondiale, si on fait des estimations, de 5% des émissions de CO2. Juste le béton. C'est plus que le secteur aérien. Et en plus de ça, il y a des tensions sur le sable. Alors comment est-ce qu'on fait pour trouver un nouveau matériau de construction ? Eh bien, on va regarder dans la nature. Comment est-ce que la nature construit des matériaux solides ? Il y a un exemple qui est très intéressant, enfin un système biologique, c'est le corail. Le corail va faire un processus qu'on appelle un processus de biominéralisation. Donc il va utiliser le CO2 qui est dissous naturellement dans la mer. Il va le mélanger à du calcium et il va créer du carbonate de calcium. C'est de l'aragonite, donc c'est un matériau très solide. C'est en fait le squelette du corail. Et vous avez une entreprise américaine qui s'appelle Calera, qui a repris ça pour créer un béton vert. Donc c'est du carbonate de calcium. Donc on prend le CO2 qui est rejeté par exemple par certaines industries, on le mélange avec de l'eau de mer et du coup on vient l'injecter dans le béton. Le béton a 15% d'impact CO2 en moins. Merci Sidney Rostand, PDG de Bioxégie. Merci à tous d'avoir suivi Smartech. C'est presque la fin de cette émission. À suivre 4 jeunes pousses dans le lab Startup. Et nous, on se dit à demain pour de nouvelles discussions et réflexions sur la tech. C'était Smartech avec Ericsson. Explorons la technologie 5G.